En 1936, Ilse Koch arrive à Sachsenhausen en tant qu'épouse d'un officier SS. Il n'avait pas d'uniforme, pas de position officielle. Mais en 2 ans, il procédait à des punitions, ordonnait des expériences médicales et organisait des orgies entre prisonniers sous surveillance armée. Pendant 6 ans, il a transformé sa résidence de Buchenwald en un centre privé d'humiliation sexuelle et de sadisme planifié. Il a sélectionné des détenus tatoués pour les tuer et les écorcher. C'était le cœur d'un système d'abus incontrôlé. Pourquoi personne au sein de la SS n'a-t-il mis fin à ces excès? Que savaient ses supérieurs de ces orgies forcées? Et comment a-t-il réussi à échapper à la justice même après la chute du Reich? De l'ombre de Dresde, l'origine d'Ilse Koch. À Dresde, à l'aube du XXe siècle, la splendeur culturelle de la Florence de l'Elbe masquait les tensions sociales qui allaient transformer l'Europe. Margaret Ilse Köhler est née le 22 septembre 1906 dans une famille ouvrière, avec un père contremaître dont les revenus modestes garantissaient la stabilité, mais guère plus. L'architecture baroque et le patrimoine artistique de Dresde contrastaient fortement avec les quartiers industriels où des familles comme les Köhler vivaient leur vie quotidienne, un microcosme des divisions de classe marquées de l'Allemagne impériale. L'enfance d'Ilse s'est déroulée dans le contexte des défilés militaires et de la ferveur nationaliste qui caractérisait l'Allemagne d'avant-guerre. À l'âge de 8 ans, il assiste au déclenchement de la Première Guerre mondiale et s'imprègne de l'atmosphère militariste qui imprègne tous les aspects de la société. Les écoles sont devenues des véhicules d'endoctrinement patriotique, enseignant aux enfants à vénérer le Kaiser et à mépriser les ennemis de l'Allemagne. La jeune Ilse, comme beaucoup de sa génération, a grandi dans ce cadre d'autorité rigide et d'obéissance aveugle, des éléments qui définiraient plus tard la vision du monde nazi. La défaite allemande de 1918 a brisé ses certitudes. L'effondrement de la monarchie, la naissance de la République de Weimar et l'humiliation du traité de Versailles ont créé une profonde désorientation. Pour les adolescents comme Ilse, qui grandissent au milieu de ce traumatisme national, le monde semble fondamentalement instable. L'hyperinflation de 1923 porta un nouveau coup dur. Des familles entières virent leurs économies s'évaporer en quelques jours. L'argent a perdu sa valeur. Les travailleurs recevaient leur salaire dans des brouettes et payaient des sommes astronomiques pour des biens de première nécessité. Cette catastrophe économique a alimenté un ressentiment généralisé et une recherche désespérée de boucs émissaires. Au cours de ces années turbulentes, Ilse a fréquenté une école de commerce, maîtrisant la dactylographie, la comptabilité et les compétences administratives. Ses qualifications pragmatiques l'ont amenée à occuper une série de postes de secrétaire tout au long des années 920 dans divers bureaux de Dresde. À première vue, elle semblait bien adaptée aux réalités de la vie professionnelle moderne, une jeune femme forgeant son indépendance dans la nouvelle démocratie allemande. Ses dossiers d'emploi pour cette période révèlent une travailleuse compétente et disciplinée, sans infraction notable. Cependant, sous cette apparence conventionnelle, les graines de l'extrémisme idéologique ont trouvé un terrain fertile. Le parti nazi, avec sa promesse de restaurer la grandeur allemande, a captivé des millions de citoyens mécontents. En 1932, un an avant la prise du pouvoir par Hitler, Ilse Köhler rejoint le NSDAP. Cette décision marque sa transition du mécontentement passif à la participation active au mouvement qui transformerait l'Allemagne en un État totalitaire. La Saxe, où se trouvait Dresde, était devenue un bastion du soutien nazi, avec des responsables influents du parti, établissant des réseaux étroits dans toute la région. Pour des femmes comme Ilse, le parti nazi offrait une vision particulière. Tout en mettant l'accent sur la maternité comme le devoir principal des femmes, l'idéologie nazie a également créé des voies pour la participation des femmes à la vie publique, à condition que cela serve les objectifs du régime. Le Troisième Reich a établi l'idéal de la femme comme étant racialement pure, moralement intègre et physiquement robuste. Les femmes étaient à la fois exaltées comme mères de la race aryenne et réduites à leurs fonctions reproductrices. Le régime décernait la croix d'honneur des mères allemandes aux femmes ayant 4 enfants ou plus, tout en mettant en œuvre des programmes de stérilisation forcée pour celles jugées indignes de se reproduire. En 1934, alors que la consolidation du pouvoir nazi s'accélérait, l'engagement d'Ilse dans le parti l'a mis en contact avec les cercles SS. Lors de réunions sociales organisées par des responsables nazis locaux, elle a rencontré Karl Otto Koch, un officier SS qui avait commencé sa carrière dans le système des camps de concentration. Koch, né en 1897, s'était déjà imposé au sein de l'organisation d'élite de Heinrich Himmler. Son tempérament autoritaire et son efficacité impitoyable ont fait de lui un atout précieux dans l'appareil de répression en pleine expansion.
Leur relation s'est déroulée dans un contexte de persécution croissante des Juifs, des opposants politiques et d'autres groupes ciblés. Pour Hills, Koch représentait non seulement un partenaire romantique, mais aussi un accès au pouvoir et au statut au sein du nouvel ordre. Leur mariage a été autorisé par le bureau SS de la race et de la réinstallation qui a examiné chaque union pour garantir la pureté génétique du couple. Pour réussir ce test, Hills a dû prouver son ascendance aryenne et subir des examens médicaux certifiant sa fertilité et sa santé. En 1936, Carl Otto Koch est nommé commandant du camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Hills l'accompagna et s'installa dans la villa du commandant au sein même du complexe. Ce transfert marque son entrée définitive dans le monde des camps de concentration. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un officier, elle était le témoin direct du système répressif le plus brutal du XXe siècle. La sorcière de Buchenwald, terreur et plaisir dans la chair humaine. Au printemps 1937, Carl Otto Koch reçut l'ordre d'établir un nouveau camp de concentration près de Weimar, sur une colline boisée connue sous le nom d'Ettersberg. Ce lieu de beauté naturelle, historiquement associé aux promenades du poète Goethe, deviendra synonyme d'horreur sous le nom de Buchenwald, forêt de hêtres. Le couple Koch s'installe dans cette enclave de terreur, s'installant dans une élégante villa à quelques mètres du périmètre du camp. Un contraste obscène entre luxe et souffrance qui caractérisera tout leur séjour. Buchenwald représente l'évolution du système des camps de concentration nazis. Contrairement aux camps de fortune précédents, son architecture reflétait une planification méticuleuse. 33 baraquements disposés en demi-cercle, entourés de clôtures électrifiées, de tours de guet et d'un fossé de confinement. Le camp comprenait des ateliers industriels pour le travail forcé, des laboratoires médicaux pour les expériences, un crématorium et le tristement célèbre bunker, un bloc disciplinaire où les méthodes de torture étaient constamment perfectionnées. Ce complexe a été conçu non seulement pour contenir des prisonniers, mais aussi pour briser systématiquement les corps et les volontés. Les premiers détenus arrivent en juillet 1937, principalement des opposants politiques, des homosexuels et des asociaux, selon la terminologie nazie. Ils ont dû construire eux-mêmes le camp qui les enfermerait, travaillant dans des conditions inhumaines sous les fouets des gardes. La mortalité dans cette phase initiale était terrifiante. Le travail exténuant, la malnutrition délibérée et les punitions brutales faisaient de chaque jour une lutte pour la survie. Carl Otto supervisait cette machine avec une efficacité bureaucratique, tandis qu'il se commençait à définir son propre rôle au-delà du protocole officiel. Bien que n'ayant pas de position officielle au sein de la structure du camp, Hills Koch exerçait un pouvoir considérable. Sa présence était indéniable, cheveux blonds soigneusement coiffés, robes élégantes souvent rouges, bottes d'équitation brillantes. Bientôt, son image s'est gravée dans l'esprit des détenus comme un signe avant-coureur de danger. Les prisonniers la baptisèrent « Die Hexe von Buchenwald », la sorcière de Buchenwald, un surnom qui reflétait à la fois son influence et la terreur qu'elle inspirait. Le régime interne de Buchenwald combinait le travail forcé mortel avec la violence arbitraire. Les prisonniers se levaient avant l'aube pour endurer d'interminables formations matinales, souvent sous la pluie ou la neige. 12 heures de travail épuisant ont suivi dans des carrières, des usines d'armement ou des chantiers de construction. La famine était une politique délibérée. Les rations, scientifiquement calculées pour maintenir les détenus à peine en vie, se composaient principalement de pain noir de mauvaise qualité et de soupes aqueuses sans valeur nutritive. Cette malnutrition systématique affaiblissait la résistance physique et brisait la volonté. Dans cet environnement où la vie humaine n'avait aucune valeur, Hills Koch a perfectionné ses propres méthodes de cruauté. Son premier instrument de terreur était son cheval, un étalon noir sur lequel il se promenait dans le camp, fouettant les prisonniers pour des infractions insignifiantes ou imaginaires. Montée, elle se tenait au-dessus de la masse humaine, établissant physiquement sa domination. Ce qui ferait d'Hills Koch une figure légendaire de la perversion nazie, c'est sa fascination pour la peau humaine tatouée. Vers 1939, il développa un intérêt morbide pour les prisonniers qui portaient des tatouages élaborés sur leur corps. Marins, anciens détenus, hommes avec des décorations artistiques sur leurs bras ou leur torse. Cette obsession est vite devenue un système. Il identifiait les détenus avec des tatouages intéressants et les montrait aux gardiens. Quelques jours plus tard, ces prisonniers ont disparu. Sa relation avec le médecin du camp, Erich Wagner, a approfondi cette pratique macabre. Wagner, qui menait des recherches pseudo-scientifiques sur les tatouages comme indicateur supposé de criminalité, partageait l'intérêt d'Hills.
Ensemble, ils ont établi un protocole non officiel. Des prisonniers sélectionnés étaient tués, généralement par injection létale, et leurs corps envoyés au bloc pathologique. Là, des techniciens spécialisés ont extrait la peau tatouée, l'ont conservée à l'aide de procédés chimiques et l'ont préparée pour diverses utilisations. Des objets fabriqués à partir de peau humaine ont commencé à apparaître à la résidence Koch. Des abat-jours décorés de motifs tribaux ou nautiques prélevés sur la peau d'un marin, reliures de livres avec fragments tatoués, gants et autres accessoires personnels. Bien que des années plus tard, lors des procès, certains experts aient remis en question l'authenticité de certains objets attribués spécifiquement à Hills, ce qui est indéniable, c'est qu'un programme systématique de prélèvement de restes humains, y compris de peau tatouée, existait à Buchenwald et qu'Ilse Koch était directement impliqué dans sa conception et sa mise en œuvre. La collaboration entre les Koch, Wagner, Owen et d'autres officiers a créé un réseau de complicité où la cruauté était à la fois méthode et divertissement. Les orgies de la Villa Koch sont devenues des rituels bien connus parmi l'élite SS. Les officiers de haut rang et leurs épouses participaient à des soirées où l'alcool coulait à flot et où les barrières morales étaient complètement dissoutes. Ces réunions comprenaient souvent des spectacles avec des prisonniers contraints à divers actes dégradants. La pornographie de la violence a été normalisée, transformant la souffrance humaine en toile de fond pour le divertissement des bourreaux. Le pouvoir d'Ilse Koch à Buchenwald transcendait son statut officiel d'épouse du commandant. Il était devenu une figure d'autorité reconnue par les gardes et les officiers, capable d'ordonner des punitions ou même des exécutions. Leur influence s'étendait à des domaines théoriquement hors de leur juridiction. Sélection des prisonniers pour les expériences, attribution de tâches particulièrement dangereuses, détermination des peines. Elle n'était pas seulement une observatrice privilégiée du système, elle était un opérateur clé de sa machinerie. En 1941, sa notoriété avait déjà dépassé les limites du domaine. Parmi les prisonniers transférés d'autres camps, la réputation de la sorcière précédait leur rencontre avec elle. Dans les plus hautes sphères de la SS, Ilse Koch était considérée avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Son effronterie et ses excès étaient frappants, même dans un système basé sur la brutalité systématique. Mais alors que le Troisième Reich avançait victorieusement à travers l'Europe, sa position semblait imprenable. Qui remettrait en question l'épouse d'un commandant efficace au milieu d'une guerre mondiale ? Cependant, dès cette année-là, les premiers signes de ce qui allait entraîner sa chute se sont fait sentir. Un système aussi brutal que le système nazi ne tolérait pas la corruption interne, et les Koch, dans leur arrogance, avaient commencé à accumuler des ennemis même au sein de la SS. La sorcière de Buchenwald allait bientôt affronter son propre clan, non pas pour cruauté, ce qui était monnaie courante dans le Reich, mais pour quelque chose que le système nazi considérait comme impardonnable, la corruption économique et l'enrichissement personnel aux dépens de l'État. Sexe, sadisme et silence, le cirque privé des Koch. Le manoir Koch, avec ses salles élégantes et son jardin entretenu avec amour par les prisonniers, se dressait comme une forteresse de privilèges au milieu de la souffrance collective. De ses fenêtres, on pouvait voir les baraquements où des milliers d'hommes étaient entassés dans des conditions inhumaines, mais à l'intérieur de ces murs régnait le luxe. Cette résidence serait l'épicentre d'un système privatisé de cruauté, où le sadisme officiel du régime nazi fusionnerait avec les perversions personnelles du couple Koch. La sexualisation du pouvoir a atteint son expression la plus perverse dans le contrôle qu'il s'exerçait sur le corps des autres. Une pratique courante consistait à sélectionner des prisonniers pour le service domestique dans sa résidence, où il les soumettait à des humiliations constantes. Elle les força à la baigner alors qu'elles restaient nues, commentant avec mépris leur corps émacié par la faim. « Regarde-toi, si maigre, si moche !» disait-elle en exigeant qu'on lui sèche ou qu'on lui brosse les cheveux. Le contraste entre sa silhouette bien nourrie et celle des prisonniers squelettiques faisait partie intégrante de l'humiliation. Il savait développer une méthode particulière de provocation. Elle défilait dans le camp vêtue de robes moulantes, souvent d'un rouge profond, une couleur interdite aux prisonnières, et adoptait des poses provocantes à proximité des groupes de travail. Tout prisonnier qui la regardait, ne serait-ce que de manière superficielle, était immédiatement puni. Ce piège systématique a transformé le désir refoulé en condamnation, utilisant la sexualité comme une autre forme de torture psychologique. Dans un environnement où regarder un garde dans les yeux pouvait signifier la mort,
mort, Ilse a transformé sa présence physique en un champ de mine de terreur. Leur cruauté prenait des formes spécifiques selon le sexe des victimes. Avec les prisonniers, il faisait preuve d'une cruauté particulière envers ceux qui conservaient une certaine attirance physique malgré les conditions du camp, ordonnant qu'on leur rase les cheveux ou les assignant aux travaux les plus dégradants. Avec les hommes, surtout les plus jeunes, il aimait ordonner des punitions qui les dépouillaient de leur dignité, nudité forcée, positions humiliantes, violences sexualisées. Cette différenciation a révélé un calcul pervers dans leur sadisme, une compréhension intuitive de la manière de maximiser l'humiliation en fonction des vulnérabilités spécifiques de chaque sexe. Le dimanche, sa routine consistait à parcourir la campagne à cheval, se permettant de sélectionner personnellement les prisonniers pour des punitions arbitraires. Ses relations avec plusieurs médecins du camp ont ajouté une autre dimension à son règne de cruauté. Le docteur Eric Wagner, un pathologiste obsédé par les tatouages comme indicateur supposé de criminalité, a trouvé en Ilse une collaboratrice enthousiaste. Ensemble, ils ont développé un système de documentation, de classification et de préservation des fragments de peau humaine. Des prisonniers portant des tatouages intéressants ont été photographiés avant leur élimination, créant ainsi un catalogue macabre. Après la mort, généralement par injection létale pour éviter d'endommager la peau, des techniciens qualifiés retiraient méticuleusement les fragments tatoués, les traitaient chimiquement et les préparaient pour diverses utilisations décoratives. Ilse entretenait également une relation étroite avec le docteur Waldemar Oven, médecin-chef de Buchenwald et responsable de nombreuses expériences mortelles. Oven, connu pour ses recherches sur le typhus et les substances toxiques, a permis à Ilse d'assister à certaines procédures. Selon des récits ultérieurs, elle s'intéressait particulièrement au moment exact de la mort, observant attentivement les réactions des patients subissant des injections expérimentales. Cette fascination pour la frontière entre la vie et la mort représentait une dimension supplémentaire de sa perversion, fusionnant la curiosité morbide avec le plaisir sadique. Les viols, dont Ilse fut témoin et qu'elle commandita, faisaient partie du système de terreur de Buchenwald. Il ne s'agissait pas d'actes spontanés, mais plutôt de procédures organisées sous sa supervision. À certaines occasions, des prisonniers de sexe masculin ont été contraints de violer des prisonnières sous le regard des agents. Dans d'autres, les détenus homosexuels étaient contraints d'accomplir des actes sexuels avec des femmes, utilisant la violence sexuelle comme punition pour leur orientation. Ces épisodes ont été conçus non seulement comme un divertissement pour les téléspectateurs, mais aussi comme une destruction systématique de la dignité et de la résilience des victimes. Les témoignages sur ces pratiques coïncident sur un détail glaçant, l'expression d'Ilse lors de ces séances. Les prisonniers survivants ont décrit comment son visage s'est transformé, montrant des signes évidents d'excitation sexuelle face à la souffrance des autres. Un ancien prisonnier polonais a témoigné, ses yeux brillaient et sa respiration s'accélérait visiblement. Il ne pouvait cacher le plaisir que lui procurait notre humiliation. Ce lien direct entre cruauté et excitation sexuelle définirait la pathologie spécifique d'Ilse Koch, un sadisme qui transcendait les justifications idéologiques du système nazi pour se révéler comme une perversion personnelle. Parmi les officiers SS, les attitudes envers le comportement d'Ilse allaient d'une participation enthousiaste à un malaise discret. Certains partageaient pleinement sa fascination pour la souffrance des autres. D'autres considéraient que ces excès compromettaient l'efficacité du camp, mais personne n'osait remettre en question l'épouse du commandant. Ce réseau de complicité et de silence a permis à leur pratique de se normaliser pendant des années. Seuls les prisonniers, témoins involontaires de sa cruauté, ont maintenu une perspective sur le caractère anormal de son comportement, même dans le contexte brutal d'un camp de concentration. Le silence ne se limitait pas aux auteurs. Parmi les prisonniers eux-mêmes, il y avait un code tacite, ne pas parler d'Ilse Koch au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Son nom vous a fait frissonner. Ceux qui avaient assisté à leur sélection ou subi leur punition préféraient ne pas s'en souvenir. Ce pacte de silence est né de la terreur, mais aussi de la honte. L'humiliation sexuelle a laissé des cicatrices psychologiques que beaucoup ont préféré enterrer. La véritable ampleur de ces crimes n'apparaîtra que des années plus tard, lors des procès d'après-guerre, lorsque les survivants pourront enfin témoigner dans un environnement sûr. L'influence d'Ilse s'étendait au-delà de sa résidence et du périmètre du camp. Dans la ville voisine de Weimar, elle était connue comme une cliente exigeante dans les boutiques exclusives où elle dépensait des sommes considérables en vêtements, bijoux et produits de luxe. L'origine de cet argent
l'argent, systématiquement volé aux prisonniers, était un secret de polichinelle. Les citoyens de Weimar, qui vivaient à quelques kilomètres de la campagne, pratiquaient une forme étudiée d'ignorance. Ils ont regardé ailleurs tandis que les Koch et d'autres fonctionnaires se promenaient dans leurs rues, profitant de privilèges fondés sur la souffrance humaine. La revanche du Reich, quand les SS ont exécuté les leurs. En août 1941, alors que les divisions Panzer progressent au cœur de l'Union soviétique et que le Reich semble invincible, la chute du couple Koch commence à se dessiner. Josias von Waldeck-Pyrmont, officier SS de haut rang et chef de la police de la région de Weimar, a lancé une enquête sur les irrégularités financières à Buchenwald. Ce qui avait commencé comme un audit de routine allait bientôt révéler un réseau de corruption, de meurtres secrets et d'enrichissement personnel qui allait conduire Karl Otto Koch devant un peloton d'exécution et Hills devant la justice internationale. L'étincelle qui a déclenché l'enquête était un nom dans les registres des décès de Buchenwald, Walter Kremer. Ce prisonnier n'était pas n'importe quel détenu. Médecin de profession et communiste emprisonné pour ses convictions politiques, Kremer avait lui-même soigné Waldeck pour une maladie grave des années plus tôt, lui sauvant peut-être la vie. Sa mort soudaine, enregistrée comme de cause naturelle, a immédiatement suscité des soupçons. Waldeck, intrigué, ordonna une enquête sur les circonstances exactes de sa mort. Ce que les enquêteurs ont découvert était dérangeant, même selon les normes SS. Kremer et son assistant Karl Peix avaient été exécutés sur ordre direct de Karl Otto Koch. La véritable raison, tous deux étaient au courant d'un secret que le commandant considérait comme potentiellement dévastateur pour sa carrière. Koch souffrait de syphilis, une maladie vénérienne qui contredisait directement l'image de pureté raciale exigée des officiers SS. Dans la hiérarchie du Troisième Reich, obsédé par l'hygiène raciale, une telle maladie, en particulier celle associée à la promiscuité, était une raison suffisante pour perdre son rang, son prestige et sa position. Kremer avait discrètement soigné Koch pendant des mois avec les ressources médicales limitées disponibles dans le camp. Il l'avait fait sous la menace, mais aussi dans l'espoir d'améliorer les conditions générales de l'infirmerie du camp. Lorsque le traitement a commencé à donner des résultats, Koch a décidé d'éliminer les témoins gênants. Kremer et Peix ont été faussement accusés d'activités subversives et exécutés sans procès formel. Leurs corps ont été immédiatement incinérés, éliminant ainsi toute preuve physique. L'enquête a révélé un troisième meurtre lié à ce secret. Un prisonnier avait été chargé d'aller chercher de l'eau à l'extérieur du périmètre du camp, une tâche inhabituelle qui aurait normalement nécessité une escorte armée. Alors qu'il accomplissait cette tâche, il fut abattu par des gardes postés dans les tours de guet. Le rapport officiel fait état d'une tentative d'évasion, mais les enquêteurs ont découvert que ce prisonnier avait également participé au traitement secret de Koch. Il s'agissait d'un autre témoin définitivement réduit au silence. Pour éliminer toute trace du scandale, Koch avait même fait appel au docteur Waldemar Hoven, médecin-chef de Buchenwald et amant occasionnel d'Hils. Hoven a assassiné un membre SS nommé Köhler, qui était également au courant de la maladie de Koch. La méthode était clinique, une injection mortelle de phénol directement dans le cœur, une technique que Hoven avait perfectionnée dans ses expériences avec des prisonniers. Le décès a été enregistré comme un arrêt cardiaque, ce qui n'a initialement suscité aucun soupçon. Cette série de meurtres a révélé non seulement le désespoir de Koch de protéger sa réputation, mais aussi l'existence d'un réseau de complicité au sein du camp. Ilse Koch était pleinement consciente de ces crimes. En outre, elle avait activement participé à l'identification de témoins potentiels problématiques et avait fait pression sur son mari pour qu'il les élimine. Sa relation avec Hoven lui a donné une influence supplémentaire sur l'établissement médical du camp, lui permettant d'accéder à des informations privilégiées et de manipuler les dossiers lorsque cela était nécessaire. Parallèlement à l'enquête sur ces meurtres, des preuves de corruption systématique au sein de l'administration Koch ont émergé. Le couple avait amassé une fortune personnelle considérable grâce au vol organisé des biens des prisonniers. Bijoux, argent liquide, montres, œuvres d'art, tout était détourné vers leurs poches au lieu d'être remis au trésor du Reich comme le stipulaient les protocoles officiels. Ils possédaient des comptes bancaires en Suisse, où ils avaient déposé des sommes importantes provenant des souffrances des détenus de Buchenwald. La manifestation la plus ostentatoire de cet enrichissement illicite fut le manège couvert que Karl fit construire en 1940 en cadeau à Hills, une cavalière passionnée. Cette installation luxueuse, qui a coûté plus de 250 000 Reichsmark, a été financée avec l'argent volé aux prisonniers.
Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'économie allemande était entièrement tournée vers l'effort de guerre, les Koch se sont livrés à ce genre d'extravagance personnelle, une insulte à l'austérité officiellement exigée de la population allemande. L'enquête a produit des résultats dévastateurs. En décembre 1941, Karl Otto Koch est temporairement relevé de ses fonctions de commandant de Buchenwald. Cependant, l'intervention de Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS, a permis d'éviter des conséquences immédiates plus graves. Koch, bien qu'interrogé, fut simplement transféré au camp de concentration de Majdanek en Pologne occupée. Cette décision reflétait la dynamique complexe du pouvoir au sein de la SS. Tandis que certains officiers exigeaient une punition exemplaire, d'autres préféraient protéger l'image publique de la force d'élite en évitant les scandales. Pour Hills, ce premier coup signifiait une réduction temporaire de son influence, mais pas son élimination. Bien que son mari ait été transféré, elle est restée dans la villa de Buchenwald, conservant son style de vie et bon nombre de ses privilèges. Le réseau de contacts et de complicité qu'il avait tissé au fil des années lui assurait une certaine protection. Les fonctionnaires qui avaient participé à ces fêtes privées ou bénéficié de ces stratagèmes de corruption avaient des raisons de la protéger. Cependant, l'enquête a continué à avancer méthodiquement. Le juge SS Konrad Morgen, connu pour sa lutte acharnée contre la corruption interne, prit en charge l'affaire en 1943. Morgen représentait une contradiction particulière du système nazi. Un juriste scrupuleux qui poursuivait les violations techniques tout en ignorant les crimes de masse contre l'humanité qui étaient le but central des camps. Pour Morgen, le meurtre de prisonniers n'était pas problématique tant qu'il suivait les voies autorisées. Ce qui était intolérable, c'était de le faire sans autorisation officielle ou pour un bénéfice personnel. Sous la direction de Morgen, la recherche a pris un nouvel élan. Des déclarations ont été recueillies auprès de nombreux témoins, tant des officiers SS que des prisonniers occupant des postes administratifs. Les dossiers financiers, les virements bancaires et les factures d'achat de luxe ont été examinés. L'affaire contre les Koch ne cessait de s'alourdir. Finalement, le 24 août 1943, Karl et Hills furent tous deux officiellement arrêtés. Le procès contre eux s'est déroulé devant un tribunal interne des SS, à l'abri des regards du public. Karl Otto Koch a été accusé de graves délits: détournement de fonds du Reich, appropriation illicite de biens, meurtre non autorisé de prisonniers et falsification de documents officiels. Le tribunal SS le déclara coupable en décembre 1944 et le condamna à mort, une peine inhabituellement sévère qui reflétait la détermination de Himmler à maintenir le contrôle disciplinaire même lorsque le Reich commençait à s'effondrer. Ilse Koch, pour sa part, a été inculpé de complicité de détournement de fonds et d'enrichissement illicite. Étonnamment, les accusations ne faisaient aucune mention de ses cruautés personnelles envers les prisonniers ou de sa collection d'objets fabriqués à partir de peau humaine qui, du point de vue tordu de la justice SS, ne constituaient pas des infractions passibles de poursuite. Le tribunal l'a déclaré non coupable en raison du manque de preuves concluantes, en grande partie parce que les dossiers financiers étaient principalement au nom de son mari. Cet acquittement technique reflète à la fois les lacunes de l'affaire et l'efficacité de sa stratégie défensive. Après le verdict, il se fut libéré de la garde des SS et retourna brièvement à la vie civile. Il s'installe dans un petit appartement à Ludwigsburg, où il vit relativement discrètement tandis que le Reich se désintègre sous l'avancée des Alliés. La guerre, qui avait servi de contexte à son règne de terreur, touchait à sa fin, et avec elle, la protection du système qui avait facilité ses crimes. Karl Otto Koch resta emprisonné jusqu'en avril 1945. Par un ironique retournement de situation, il fut transféré à Buchenwald pour y être exécuté. Le 5 avril, quelques jours avant la libération du camp par les troupes américaines, il fut fusillé par un peloton d'exécution SS à l'endroit même où il exerçait un pouvoir absolu. Sa mort, ordonnée par le même régime qu'il avait servi avec une efficacité brutale, illustre la logique implacable du système nazi. Même ses serviteurs les plus fidèles étaient remplaçables lorsque leurs actions menaçaient l'image et la stabilité de l'organisation. La libération de Buchenwald, la vérité que le Reich voulait enterrer. En avril 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous l'avancée incessante des Alliés, Buchenwald vibrait d'une tension palpable. Les prisonniers, épuisés après des années de travail forcé et de famine systématique, sentaient que quelque chose de fondamental était en train de changer. Le bruit lointain de l'artillerie se rapprochait chaque jour. Les gardes nerveux ont brûlé des documents et se sont préparés à l'évacuation. Le message était clair:
Les Américains approchaient et les SS prévoyaient d'effacer les preuves de leurs crimes. La population des campagnes avait atteint des chiffres critiques. Plus de 48 000 personnes étaient entassées dans des installations conçues pour la moitié de ce nombre. Cette surpopulation était le résultat de la politique nazie d'évacuation des camps de l'Est face à l'avancée soviétique. De longues colonnes de prisonniers squelettiques étaient arrivées d'Auschwitz, de Gross-Rosen et d'autres camps, beaucoup mourant en chemin. Les survivants ont trouvé des conditions de vie encore plus précaires à Buchenwald, baraquements surpeuplés, rations réduites et installations sanitaires effondrées. Dans ce contexte, des évacuations forcées ont commencé. À partir du 6 avril, l'administration du camp organise des marches de la mort vers des installations plus éloignées du front. Des milliers de prisonniers ont été contraints de marcher sur des kilomètres avec peu de nourriture et de repos. Ceux qui tombaient d'épuisement étaient exécutés sur place. Ces évacuations avaient un double objectif, maintenir la main-d'œuvre esclave disponible pour l'effort de guerre et éliminer les témoins potentiels des crimes commis. Parmi les prisonniers restés dans le camp, une rumeur effrayante circulait, l'ordre d'extermination totale. Selon des informations divulguées par le personnel administratif, la Gestapo aurait ordonné l'élimination complète des détenus avant l'arrivée des Américains. Le plan prévoyait de concentrer les prisonniers dans les baraquements, de les incendier et de mitrailler ceux qui tentaient de s'échapper. Cette menace imminente galvanisa la résistance clandestine opérant à Buchenwald. Cette résistance, organisée principalement par des prisonniers politiques allemands, polonais et soviétiques, avait construit au fil des ans un réseau secret au sein du camp. Ils avaient réussi à infiltrer des membres dans des postes administratifs clés, à cacher des armes et à établir un système de communication entre les casernes. Sa réalisation la plus remarquable fut un émetteur radio clandestin construit à partir de pièces volées dans les ateliers électriques de la campagne. Cet appareil, caché dans un faux mur de la caserne cinématographique, représentait leur seul contact potentiel avec le monde extérieur. Le 8 avril 1945, à 14h30, les opérateurs de la résistance prennent une décision cruciale. À l'aide d'un émetteur improvisé, ils envoyèrent un message désespéré en morse. Aux troupes alliées, SOS, ici le camp de concentration de Buchenwald. Nous demandons une aide urgente. Ils veulent nous évacuer. Les SS veulent nous détruire. Le signal faible mais clair a été capté par les unités de communication de la 3e armée américaine. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. KZBU. Tenez la position. Tenez, nous venons à votre secours. Quartier général de la 3e armée. Le même jour, la résistance reçoit une information capitale d'un prisonnier travaillant au standard téléphonique. La Gestapo de Weimar avait appelé et ordonné la destruction immédiate du camp et l'élimination de tous les détenus. Dans un acte de courage et d'ingéniosité extraordinaire, le prisonnier qui a répondu à l'appel s'est fait passer pour un officier SS et a répondu « Compris ». La destruction a déjà été effectuée comme ordonné. Le camp est complètement détruit. Ce mensonge audacieux a temporairement dérouté les autorités nazies et a fait gagner un temps précieux aux prisonniers. Le 11 avril, alors que les évacuations s'intensifiaient et que la situation devenait désespérée, la résistance passa à l'action. Ils avaient auparavant distribué quelques armes, principalement des couteaux improvisés et quelques pistolets volés, à des groupes sélectionnés de prisonniers. À un signal convenu, ils ont attaqué simultanément plusieurs tours de guet et postes de garde. La plupart des SS avaient déjà pris la fuite, laissant le contrôle à des gardes auxiliaires moins engagés dans la cause nazie. Ils ont opposé peu de résistance. En quelques heures, les prisonniers avaient pris le contrôle effectif du camp. Le même après-midi, à 15h, l'avant-garde de la 6e division blindée de l'armée américaine atteint les portes de Buchenwald. Les soldats américains, endurcis par des mois de combat, étaient paralysés par le spectacle qu'ils rencontraient. Plus de 20 et 1 000 survivants, dans des conditions physiques extrêmes, les ont accueillis avec un mélange de joie désespérée et d'incrédulité. De nombreux prisonniers étaient trop faibles pour bouger. D'autres, rongés par des maladies comme le typhus et la tuberculose, mourraient dans les jours suivants malgré les soins médicaux d'urgence. Le capitaine Frédéric Keffer, qui commandait la première patrouille à entrer dans le camp, consignera plus tard ses impressions. « Aucune formation militaire n'aurait pu préparer mes hommes à ce que nous avons vu. Les corps entassés comme du bois de chauffage à côté du crématorium, les vivants à peine distinguables des morts dans les baraquements. L'odeur, cette odeur qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, c'était bien pire.
Lors de l'inspection initiale du camp, les responsables américains ont découvert des preuves matérielles d'atrocités qui défiaient l'entendement. Dans le bloc de pathologie, ils ont trouvé des conteneurs contenant des organes humains préservés, des têtes rétrécies à l'aide de techniques spéciales et, plus inquiétantes encore, des objets fabriqués à partir de peau humaine, des abat-jours décorés de tatouages, des reliures de livres, des gants et d'autres objets ont été catalogués et photographiés comme preuves de crimes de guerre. Dans les archives du camp, partiellement brûlées mais récupérables, ils ont trouvé des comptes rendus détaillés des expériences médicales qui y étaient menées. Documentation d'infections délibérées par des agents pathogènes, de tests de résistance à la faim et au froid et d'injections mortelles de substances expérimentales. Nom des médecins traitants, nombre de sujets utilisés, statistiques de survie. La brutalité a été méticuleusement documentée avec la précision bureaucratique allemande. Le général George S. Patton, commandant de la 3e armée, a visité Buchenwald quelques jours après sa libération. Sa réaction, selon les témoins, a mêlé horreur, fureur et détermination. « Je veux que le monde entier voie ça », a-t-il ordonné. « Je veux des témoins. Je veux que personne ne puisse dire un jour que cela n'a pas eu lieu. » Suite à ces instructions, le 16 avril 1945, un millier de civils allemands de la ville voisine de Weimar furent contraints de visiter le camp et d'être témoins de première main des atrocités commises à des kilomètres de chez eux. Cette visite forcée a été immortalisée par des photographies historiques. Des hommes et des femmes allemands de la classe moyenne, soigneusement habillés, marchant parmi des rangées de cadavres ou devant des crématoires. Certains se couvrent le visage, d'autres pleurent, beaucoup affichent des expressions d'incrédulité. Lorsque certains tentèrent de plaider l'ignorance, les responsables américains soulignèrent la fumée qui s'échappait des cheminées du crématorium depuis des années, visible depuis la ville, et l'odeur particulière que le vent transportait régulièrement vers Weimar. Parmi les libérateurs, le nom d'Ilse Koch est rapidement apparu comme un symbole d'horreur. Les survivants parlaient d'elle avec une peur palpable, décrivant ses cruautés dans des termes que les soldats américains avaient du mal à croire. La collection d'objets en peau humaine, qui lui est directement attribuée, est devenue la preuve centrale de son sadisme. Bien qu'Ilse ne soit plus à Buchenwald, elle avait été arrêtée des mois plus tôt par les SS eux-mêmes et libérée plus tard. Son héritage de terreur restait intact. La libération de Buchenwald a fourni au monde certaines des premières images documentaires de l'Holocauste. Les équipes de tournage de l'armée américaine ont filmé en profondeur le camp, ses installations et ses survivants. Ces images, ainsi que des photographies professionnelles, ont été diffusées à l'échelle internationale. L'impact a été immédiat et profond. Pour de nombreuses personnes en Occident, ce fut la première exposition visuelle aux réalités du système des camps de concentration nazis. Margaret Bourke-White, le magazine Life, a produit certaines des images les plus emblématiques de Buchenwald libéré. Ces photographies de survivants derrière des barbelés, des cadavres empilés et des crématoires ont défini la représentation visuelle de l'Holocauste pour les générations suivantes. Comme elle l'écrira elle-même, « J'ai utilisé mon appareil photo comme un bouclier protecteur entre ma sensibilité et l'horreur dont j'étais témoin. Ce n'est que plus tard, lors du développement des images, que la réalité m'a pleinement frappé. » La documentation recueillie à Buchenwald s'avérera cruciale pour les futurs procès pour crimes de guerre. Le personnel militaire américain, suivant les directives du ministère de la Guerre, a méticuleusement catalogué les preuves matérielles, recueilli les témoignages sous serment des survivants et conservé les dossiers administratifs du camp. Cette méthodologie médico-légale, reproduite dans d'autres camps libérés, poserait les bases d'une jurisprudence internationale sur les crimes contre l'humanité. Pour les survivants, la libération marquait la fin de leur captivité, mais pas de leur souffrance. Beaucoup découvriraient qu'ils étaient les seuls survivants de familles entières. Des communautés juives entières avaient été exterminées. Des maisons et des propriétés ont été confisquées ou détruites. Un retour à la normalité était impossible. Certains resteraient dans des camps de personnes déplacées pendant des années, incapables de retourner dans des pays désormais sous contrôle soviétique ou refusant de retourner dans des sociétés qui les avaient trahis. La libération de Buchenwald, comme celle des autres camps, a révélé une vérité que le Reich avait désespérément tenté de cacher. L'existence d'un système industrialisé de mort et de torture sans précédent historique. Les preuves matérielles, les témoignages et les documents récupérés non seulement révéleraient l'ampleur de l'horreur nazie, mais transformeraient fondamentalement la compréhension mondiale de ce que les êtres humains sont capables d'infliger aux autres. Et dans ce paysage de cruauté systémique, des figures comme Ilse Koch se démarqueraient comme des exemples paradigmatiques de la manière dont le pouvoir absolu corrompt absolument.
Le jour du jugement, le suicide du plus infâme gardien nazi. Le 30 juin 1945, un peu plus de 2 mois après la capitulation allemande, Ilse Koch est arrêtée par les forces d'occupation américaines à Ludwigsburg, où elle avait tenté de passer inaperçue après la chute du Reich. Elle a été identifiée dans la rue par un ancien prisonnier de Buchenwald qui a immédiatement alerté les autorités militaires. Au moment de son arrestation, Ilse portait de faux documents et avait modifié son apparence, teignant ses cheveux blonds caractéristiques en brun foncé. Cette tentative d'échapper à la justice s'est avérée vaine face à la reconnaissance immédiate de ceux qui avaient souffert sous son autorité. Lors des premiers interrogatoires, Ilse a adopté une stratégie défensive qu'elle maintiendra tout au long de sa procédure judiciaire, le déni absolu. Elle prétendait ignorer les atrocités commises à Buchenwald, se présentant comme une simple femme au foyer dévouée à ses enfants et ignorante des activités du camp. « Je ne suis jamais entré dans les quartiers des prisonniers », a-t-il déclaré. « Mon mari ne parlait jamais de questions agricoles avec moi. Je me concentrais exclusivement sur ma maison et mes enfants. » Cette image de domesticité innocente contrastait radicalement avec les centaines de témoignages qui la plaçaient au centre de certaines des pratiques les plus cruelles du camp. Les autorités américaines l'ont détenue pendant qu'elle rassemblait des preuves pour un procès officiel. Le procès s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à traduire en justice les responsables des crimes de guerre nazis. Alors que les plus hauts dirigeants du Reich étaient jugés par le tribunal militaire international de Nuremberg, des tribunaux militaires américains furent établis à Dachau pour juger les personnels de rang inférieur directement liés au camp de concentration. Le 11 avril 1947, le procès de Buchenwald, États-Unis d'Amérique contre Josias Prince zu Waldeck et Halle, s'ouvrit officiellement dans l'ancien camp de concentration de Dachau, transformé pour l'occasion en tribunal militaire. Parmi les 31 accusés, Ilse Koch était la seule femme. Habillée sobrement et gardant un sang-froid étudié, elle a été accusée de participation à un plan commun visant à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, une formulation juridique qui englobait ces multiples atrocités sous l'égide d'une conspiration criminelle organisée. Le procureur en chef, le lieutenant-colonel William Denson, a présenté un dossier méticuleusement construit. Plus de 200 témoins, principalement d'anciens prisonniers, ont fourni des témoignages détaillés sur ces cruautés. Les accusations les plus choquantes concernaient sa collection d'objets fabriqués à partir de peaux humaines tatouées. D'anciens détenus ont décrit comment il repérait les prisonniers portant des tatouages artistiques lors de ses promenades à cheval, les pointant du doigt avec sa cravache, des gestes qui équivalaient à des condamnations à mort. De plus, de nombreux témoins ont décrit leur participation directe aux coups et à la torture. Un ancien prisonnier soviétique a témoigné « Frau Koch non seulement ordonnait des punitions, mais les administrait souvent elle-même. Je l'ai vu frapper un jeune Russe jusqu'à ce qu'il perde connaissance tout en souriant. » D'autres ont décrit sa pratique consistant à provoquer sexuellement les prisonniers avec des vêtements suggestifs, puis à ordonner des punitions sévères à ceux qui la regardaient. La défense d'Ilse, menée par un avocat militaire américain désigné par le tribunal, s'est attachée à remettre en question la fiabilité des témoins et à nier leur implication directe dans les atrocités. Il a soutenu que de nombreux témoignages étaient des exagérations vindicatives de la part d'anciens prisonniers ou des cas d'erreur d'identité. En ce qui concerne les objets en peau humaine, sa défense a fait valoir que même si de tels objets existaient à Buchenwald, il n'y avait aucune preuve concluante les reliant personnellement à elle. La stratégie visait à créer un doute raisonnable suffisant quant à son implication directe. Un rebondissement inattendu s'est produit au cours du procès. Ilse Koch était enceinte. Cette révélation a fait grand bruit, sachant qu'il était détenu aux États-Unis depuis près de 2 ans. Des enquêtes plus poussées ont permis de déterminer qu'elle avait eu des relations avec un prisonnier allemand qui travaillait comme infirmier dans l'établissement où elle était détenue. La nouvelle a suscité des réactions mitigées. Certains y ont vu une tactique calculée pour éviter la peine de mort. Les femmes enceintes ne pouvaient pas être exécutées selon la réglementation militaire américaine, tandis que d'autres ont remis en question la sécurité et la surveillance des centres de détention. Le 14 août 1947, le tribunal rend son verdict. Ilse Koch est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Comme 22 des 31 accusés, il a été condamné à la prison à vie. La peine, bien que sévère, représentait une commutation de la peine de mort en raison de sa grossesse avancée. En octobre 1947, alors qu'elle purgeait sa peine à la prison pour femmes de Landsberg, elle donna naissance à un fils qu'elle prénomma Uwe.
L'enfant a été immédiatement séparé d'elle et confié à une famille d'accueil. Ce qui s'est passé ensuite allait générer une controverse internationale. En janvier 1949, le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire de la zone d'occupation américaine en Allemagne, réexamina son cas et réduisit drastiquement sa peine à 4 ans, invoquant des preuves insuffisantes pour une peine de prison à vie. Plus précisément, Clay a estimé que sa responsabilité personnelle dans la fabrication d'objets à partir de peau humaine, l'accusation la plus emblématique portée contre elle, n'avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Cette décision a suscité l'indignation du public et des protestations politiques, notamment aux États-Unis. Le Sénat américain a tenu des audiences spécifiques sur l'affaire Koch. Les législateurs ont publiquement remis en question la décision de Clay, suggérant une pression politique ou une incompétence judiciaire. La presse internationale a largement couvert la controverse. L'affaire est devenue un symbole des défis et des contradictions de la justice d'après-guerre. Après avoir purgé sa peine réduite, Ilse Koch fut libérée de la prison américaine en octobre 1949. Sa liberté n'a duré que quelques heures. Immédiatement après sa sortie de la prison militaire, elle a été arrêtée par la police allemande. Les autorités de la République fédérale d'Allemagne nouvellement créée avaient engagé leur propre poursuite contre elle pour des crimes commis contre des citoyens allemands, une compétence que les tribunaux militaires américains n'avaient pas couverte. Cette nouvelle procédure serait menée conformément au droit allemand et devant un tribunal civil allemand. Le deuxième procès d'Ilse Koch a commencé le 27 novembre 1950 au tribunal régional d'Augsbourg. Ce processus serait plus exhaustif que le précédent. Pendant 7 semaines, 250 témoins ont témoigné, parmi lesquels d'anciens prisonniers, des gardes SS, des médecins du camp et du personnel administratif. L'accusation allemande a présenté des preuves méticuleusement organisées, y compris des documents originaux de Buchenwald récupérés dans des archives nazies partiellement détruites. Contrairement au tribunal militaire américain, le procès allemand s'est concentré spécifiquement sur des cas individuels d'abus et de meurtre et non sur le concept plus large de plan criminel commun. L'accusation a identifié 135 cas spécifiques d'incitation au meurtre dans lesquels Ilse avait spécifiquement désigné des prisonniers à éliminer. En outre, des dizaines de cas documentés de torture et de violences physiques ordonnées ou perpétrées directement par elle ont été recensés. Au cours de ce procès, la santé physique et mentale d'Ilse a commencé à se détériorer visiblement. En décembre 1950, elle s'effondre dans le salon et doit être retirée. L'incident s'est répété en janvier 1951. Les médecins de la prison ont signalé des symptômes compatibles avec un trouble de stress aigu, insomnie sévère, épisode de panique, période dissociative. Cependant, les examens psychiatriques l'ont jugée apte à poursuivre le procès. Le 15 janvier 1951, le tribunal allemand rendit son verdict appuyé par un document de motivation de 111 pages. Ilse Koch a été reconnu coupable d'incitation au meurtre, de complicité de tentative de meurtre et de coups et blessures graves sur des prisonniers. Il a été condamné à la prison à vie avec perte permanente de ses droits civiques. Le tribunal a explicitement rejeté sa défense d'ignorance, citant des preuves accablantes de participation directe et consciente à un système de brutalité organisée. Après sa condamnation définitive, elle a été transférée à la prison pour femmes d'Eichach en Bavière pour purger sa peine. Les 16 années suivantes allaient révéler une descente progressive vers la psychose. Les rapports de la prison font état d'une détérioration constante de son état mental. Au début, il a gardé un certain calme, mais au fil du temps, il a développé des délires de persécution et des hallucinations auditives. Elle a affirmé que les fantômes des prisonniers de Buchenwald entraient dans sa cellule la nuit pour la torturer. « Ils viennent me prendre ma peau », a-t-il déclaré à un psychiatre de prison en 1955. « Ils veulent faire de moi des abat-jours ». Tout au long de son emprisonnement, il a présenté de multiples demandes de grâce. Toutes ces demandes ont été rejetées par le ministère de la Justice bavarois. Les autorités ont estimé que la gravité de ses crimes excluait toute possibilité de clémence, même face à sa détérioration mentale évidente. En 1960, il était rarement impliqué dans les activités pénitentiaires. Elle est restée isolée, parlant à elle-même pendant des heures, dessinant des motifs répétitifs sur les murs de sa cellule avec de la craie ou ses propres ongles. Un facteur crucial dans son effondrement mental fut le sort de ses enfants. Son fils aîné, Artwin Koch, né pendant son mariage avec Karl Otto, a progressivement découvert la vérité sur ses parents en grandissant. Au début des années 1960, devenu adulte, il a enquêté seul sur les crimes de ses parents.
L'impact de ces découvertes fut dévastateur. En 1967, incapable de supporter le poids de l'héritage familial, Hartwin se suicide. La nouvelle du suicide de son fils parvint à Hills en prison et précipita sa crise finale. Pendant des semaines, il a refusé de manger, a parlé de manière incohérente et a affiché un comportement autodestructeur. Les gardes ont rapporté qu'il avait passé des heures à murmurer les noms de personnes décédées il y a des décennies. « Ils sont tous ensemble maintenant », répéta-t-il. « Tout le monde m'attend de l'autre côté. » Sa détérioration était si évidente que les autorités ont brièvement envisagé de la transférer dans un établissement psychiatrique, mais ont finalement décidé de la garder à Aishach sous surveillance médicale renforcée. Le 1er septembre 1967, Ilse Koch met fin à ses jours. À l'aide de bandes de bâches qu'il avait accumulées et cachées pendant des semaines, il a fabriqué une corde de fortune et s'est pendu dans sa cellule. Il avait 60 ans. Les gardes l'ont trouvé lors de leur ronde matinale, pendu à un tuyau au plafond. Il n'a laissé aucune lettre de suicide, bien qu'au cours des jours précédents, il ait griffonné à plusieurs reprises une phrase sur les murs. Buchenwald. Je reviens toujours à Buchenwald. Sa mort a suscité peu de réactions publiques. De brefs reportages ont rapporté l'incident sans préciser sa signification. À cette époque, la notoriété d'Ilse Koch avait été éclipsée par de nouvelles crises mondiales et par l'émergence de figures contemporaines de l'atrocité. Son corps a été remis aux autorités locales, qui ont organisé un enterrement discret dans une tombe anonyme dans un cimetière municipal d'Aishach. Aucun membre de sa famille n'a réclamé sa dépouille. Aucune nécrologie officielle n'a été publiée. Sa mort, comme sa vie, fut marquée par l'isolement et l'infamie. Le cas d'Ilse Koch reste une étude paradigmatique du sadisme individualisé au sein d'un système de cruauté institutionnalisé. Contrairement à de nombreux auteurs qui prétendaient obéir aux ordres d'en haut, leurs actions transcendaient tous les besoins fonctionnels du camp. Sa cruauté n'était pas seulement instrumentale, mais expressive, une manifestation de plaisir personnel dans la souffrance des autres. Cette dimension psychologique la distingue dans le panthéon des criminels nazis et soulève des questions troublantes sur la capacité humaine à la perversion lorsque toutes les contraintes morales sont supprimées. Les poursuites judiciaires engagées contre Ilse Koch ont créé des précédents importants dans la jurisprudence internationale en matière de crimes contre l'humanité. Son cas a démontré les défis inhérents à la poursuite des atrocités commises au sein d'un système étatique criminel. Elle a établi des normes pour évaluer les témoignages des survivants, documenter les chaînes de commandement informelles et prendre en compte les preuves circonstancielles en l'absence d'ordres écrits. Ces innovations juridiques éclaireront les poursuites ultérieures contre les criminels de guerre dans divers contextes mondiaux. L'héritage culturel de la sorcière de Buchenwald a perduré de manière complexe. Sa figure a été représentée dans de nombreuses œuvres de fiction, documentaires et analyses historiques. Elle sert souvent d'archétype de la cruauté féminine institutionnalisée, contrastant avec la tendance à associer systématiquement la violence extrême aux auteurs masculins. Certaines représentations ont tendu vers le sensationnalisme, mettant l'accent sur les aspects sexualisés de ces crimes au détriment d'une analyse plus approfondie de son rôle dans le système nazi. Pour les survivants de Buchenwald, la mort d'Ilse Koch représentait une conclusion symbolique mais insuffisante. Beaucoup ont déclaré qu'aucune punition ne pouvait compenser de manière adéquate les souffrances infligées. D'autres ont soutenu que sa détérioration mentale évidente et son suicide éventuel constituaient une forme de justice poétique, le tourment psychologique reflétant les tourments physiques qu'elle avait infligés. Pour la plupart, cependant, le véritable processus de guérison ne réside pas dans le sort des auteurs individuels, mais dans la reconstruction de vies brisées par un traumatisme. Des décennies après sa mort, les historiens continuent de débattre de diverses dimensions de l'affaire Koch. Certains remettent en question l'authenticité de certains objets attribués à sa collection, soulignant des exagérations dans les récits ultérieurs. D'autres examinent comment son genre a influencé son traitement médiatique et judiciaire, affirmant que son genre a accru la fascination du public pour ses crimes. Ces débats reflètent des tensions plus larges dans l'historiographie de l'Holocauste entre la rigueur documentaire et la représentation éthique de la souffrance. Ce qui demeure indiscutable, c'est la réalité fondamentale de leur participation à un système conçu pour la déshumanisation et l'extermination.
Ilse Koch, malgré les exagérations et les mythifications ultérieures, a participé volontairement et avec enthousiasme à des crimes contre l'humanité. Son parcours personnel, de secrétaire à Dresde, à figure emblématique de la terreur des camps de concentration, illustre comment des individus ordinaires peuvent devenir les auteurs d'atrocités extraordinaires lorsque l'idéologie, l'opportunité et la prédisposition personnelle convergent dans des circonstances historiques spécifiques. Le dernier chapitre de la vie d'Ilse Koch, marqué par les délires, la paranoïa et l'autodestruction, suggère une forme de justice plus profonde que celle que n'importe quelle décision de justice pourrait offrir. Son esprit devint une prison qui reproduisait, à l'envers, les horreurs qu'il avait infligées. Les fantômes qu'il prétendait voir dans sa cellule n'étaient pas des hallucinations aléatoires, mais des manifestations d'une culpabilité qu'aucun déni conscient ne pouvait complètement éradiquer. Son suicide, plutôt que d'échapper à la punition, peut être interprété comme une reddition définitive à un jugement intérieur qui la traquait depuis la chute du Reich. Dans un sens plus large, l'histoire d'Ilse Koch offre des leçons universelles sur les conséquences de l'octroi d'un pouvoir absolu sans obligation de rendre des comptes. Il démontre comment les systèmes idéologiques qui déshumanisent des catégories entières de personnes créent des conditions dans lesquelles les sadismes individuels peuvent prospérer sans contrôle. Son cas confirme que la véritable protection contre les atrocités ne réside pas simplement dans la punition des auteurs après coup, mais dans le maintien d'une vigilance constante contre les idéologies et les structures haineuses qui éliminent les garanties éthiques fondamentales. La tombe anonyme, où reposent les restes d'Ilse Koch, représente une fin appropriée à une vie marquée par l'infamie. Aucun monument, aucune commémoration, aucun héritage positif. Seulement le souvenir persistant d'actions qui ont défini les limites les plus sombres du comportement humain. Sa mort méritée a officiellement clos son dossier individuel, mais les questions que son existence a soulevées sur la nature humaine, la responsabilité morale et la possible justice à la suite d'atrocités de masse continuent de résonner dans notre conscience collective.